Alors un grand marché commun plus de 800 millions de consommateurs représentant plus de 50% du PIB mondial, ça a de quoi faire rêver en tout cas les partisans du libre-échange, pas forcément ceux qui sont contre le libre-échange. Alors d'abord, sur le principe, est-ce qu'un tel traité, est-ce qu'un tel marché commun, c'est souhaitable, Elvire Fabry, pour vous? Écoutez, ce qu'il faut, c'est resituer cette négociation dans le cadre des négociations que mène l'Union européenne. Parce qu'il faut rappeler que l'Union européenne est encore aujourd'hui la première puissance commerciale au monde, mais que ses parts progressivement sont quand même en train de baisser. C'est un secret pour personne que le centre de gravité de l'économie mondiale il s'est déplacé en Asie, qu'il y a une dynamique de négociation bilatérale qui est très forte. Et en plus des négociations qu'a menées jusqu'ici la Commission européenne, que ce soit avec le Canada, on a signé un accord en 2013, et de toute une série de négociations qui sont en cours actuellement, notamment avec des pays en Asie, la question s'est posée, et c'était un vieux projet qui datait des années 90, d'engager une négociation avec les États-Unis. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a quelque chose de très innovant dans cette négociation, ça a été évoqué là dans les images, c'est que ça ne porte pas simplement sur les questions classiques, les tarifs douaniers, l'ouverture des marchés, que ce soit pour les services, pour les biens, mais c'est le volet coopération réglementaire. Et c'est ça qui, Oui, et comme c'est nouveau, c'est ça qui des normes. inquiète. On en parlera tout à l'heure. Oui, et c'est ça qui inquiète. Mais c'est aussi sur ce volet-là qu'il faut se pencher, parce que c'est là dont on attend le plus de bénéfices, parce que c'est l'enjeu des barrières non tarifaires qui pèsent aujourd'hui le plus sur toutes les exportations pour les entreprises, pour les grandes et pour les petites. D'accord. On parlera précisément des normes, mais sur le principe d'un grand marché commun, Frédéric Farah? En l'état actuel, c'est pas une bonne idée parce que on voit bien un déséquilibre dans les négociations entre l'Union européenne et les États-Unis. L'Union européenne arrive avec un front un peu dispersé face à des États-Unis dans une logique de diplomatie commerciale. Un accord entre les États-Unis et l'Union européenne peut être une bonne chose, à condition qu'il réussisse à équilibrer à la fois l'ouverture et la protection nécessaires et qu'il soit vraiment exigeant en termes de santé, d'environnement, de services financiers, et pas simplement sur les thèmes habituels, c'est-à-dire créer des règles et un cadre favorable pour les investisseurs. Karine Berger? D'un point de vue économique, parce qu'on rappelle quand même qu'on parle d'économie et de big business, tout le monde est plutôt d'accord pour dire que ça a un plus, mais un plus qui est tout petit. On estime que alors c'est un peu technique, 0,5% du PIB de l'Union européenne d'ici 2027 ou 2030. En plus. En plus. Est-ce que ça rapporterait? Voilà, c'est-à-dire, franchement, pas grand-chose. Et pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, les tarifs douaniers entre l'Union européenne et les États-Unis, il y en a très très peu. On est sur des tarifs douaniers de 3%, 5%, sauf sur certains produits, on va y revenir. Donc grosso modo, d'un point de vue économique, purement économique, on ne peut pas dire que ça serait une grande victoire. En revanche, la question géopolitique qui est posée dans votre reportage est fondamentale. Est-ce qu'on passe une alliance en termes d'évolution du commerce mondial et des alliances mondiales avec les États-Unis, parce qu'on sait, j'étais à Tokyo il y a 2 semaines, le Japon veut créer un marché pour contrer la Chine avec l'Indonésie, avec toute l'ASEAN. Donc est-ce que nous, on trouve un allié aussi puissant que les États-Unis pour se placer face à ça ou pas? Je crois que c'est plutôt une question d'opportunité géopolitique. Économiquement, franchement, c'est pas énorme. Patrick Messerlin? Je suis un économiste, donc je m'intéresse à l'aspect économique et je pense qu'économiquement, quand même, c'est important. Parce qu'il reste quand même des droits de douane qui sont encore importants dans des produits qui sont compliqués, qui sont difficiles et importants pour nous, y compris dans l'agroalimentaire, par exemple, qui est un gros bataillon pour les Français. Et donc, on a des intérêts offensifs considérables. Et en plus, le taux de croissance est quelque chose d'important. Nous sommes à 0,5% de croissance en France, les Américains sont à 2,5%. Donc, nos firmes ont intérêt d'avoir accès le plus vite possible et dans les meilleures conditions à un marché qui fonctionne beaucoup plus rapidement que nous. Et dernier point, on a aussi des raisons, je dirais, de défense stratégique. Si nous ne pénétrons pas, si nous n'arrivons pas à avoir cet accord, les Japonais ont signé un accord équivalent avec les États-Unis. Ça veut dire donc que nous aurons nos industries manufacturières auront l'herbe coupée sous les pieds par les Japonais qui pourront aller aux États-Unis. Nos agriculteurs auront l'herbe coupée sur les pieds par les Australiens, les Néo-Zélandais, les Chiliens qui auront accès au marché américain avec aucune barrière. Donc on a 2 aspects, offensifs et défensifs, d'avoir cet accord. Rémi Godeau? Bien sûr, je pense que ça aura un impact économique, sauf
quel serait l'intérêt de négocier ce traité si on n'entend pas des répercussions en termes de croissance et en termes d'emploi, même si elles seront, c'est vrai, peut-être pas aussi fortes que celles des traités précédents. Mais bien évidemment, ça aura un impact. D'ailleurs, il faut voir l'enthousiasme de Barack Obama, alors que ce ne sont pas les États-Unis qui ont demandé à engager ces négociations. Il faut quand même s'en souvenir. C'est l'Europe qui a l'initiative de ces négociations. Les mauvaises langues disent même que c'est une des rares idées visionnaires de Barroso que de décider de lancer ce traité. Et puis, on a commencé à parler un peu de géostratégie, mais va se poser toute la question du positionnement de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'Asie et vis-à-vis de la Chine. Et bien évidemment, si l'Europe, parce qu'elle a peur, parce qu'il y a le principe de précaution, se tient systématiquement à la marge de tous ces mouvements, eh ben, tout se fera sans elle. Les États-Unis se tourneront définitivement vers le Pacifique. La Chine parviendra, via les pays de l'Est, à exporter chez nous tout ce qu'elle veut. Et l'Europe sera marginalisée. Raoul Marc Génard. Mais écoutez, moi je voudrais d'abord dire un mot sur un point qui était dans le sujet. C'est si c'était si bon que ça, pourquoi le secret ? Pourquoi cette absence de transparence, cette opacité sur les négociations. Mais oui, mais si c'est pour notre bien-être et le profit des peuples concernés, qu'ils soient américains ou européens, moi je ne pense pas que c'est un sujet qui oppose les peuples. C'est un sujet qui intéresse les multinationales des deux côtés de l'Atlantique. Mais si c'était aussi bénéfique qu'on le dit, pourquoi alors tout cacher ? Parce que non seulement la négociation en cours avec les États-Unis s'est faite pendant 16 mois dans le plus grand secret. C'est seulement aujourd'hui qu'on parle d'un peu de transparence. Mais il y a cette autre négociation du jumeau du TAFTA, qui est l'accord avec le Canada, qui est bouclé, qui a commencé en 2009 sous une autre majorité française et qui s'est poursuivi sous la majorité actuelle, et qui est exactement un copier-coller de ce qu'on condamne aujourd'hui. Mais de ça, nous, on ne parle pas. Alors moi, j'aimerais quand même bien dire que l'intérêt des peuples, ça suppose que ce genre de négociations, qui ne sont pas des négociations techniques sur le prix du quintal de blé ou de la tonne de beurre, ce sont des négociations, qui, vous l'avez dit, madame, qui portent sur ce qu'on appelle dans le jargon les barrières non tarifaires. Et les barrières tarifaires, c'est quoi ? Ce sont les choix de société que chaque peuple fait. Alors, au nom de quoi des gouvernements qui, en principe, s'appuient sur la confiance qui leur a été donnée par les peuples, engagent des négociations secrètes sur des choix de société. Moi, je pose cette question. Et je ne suis pas contre le libre-échange. J'adhérais totalement au libre-échange tel qu'il existait avant les accords de l'OMC, où on essayait de réduire les droits de douane, de simplifier les formalités douanières. L'échange fait partie de l'humanité, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, qu'on se sert de l'expression libre-échange, qui a gardé son caractère un peu gentil et paisible, pour en fait remettre en question des choix de société fondamentaux que chaque peuple a le droit de faire. Sur l'environnement, sur son alimentation. La manière dont on gère nos relations sociales, la manière dont on se préoccupe de notre santé, la manière dont on traite notre environnement. Les normes techniques aussi. On va aller dans le détail de tout ça, mais justement sur cette question, pourquoi le secret ? Vous avez une justification du secret ? Non, mais là où vous avez totalement raison, c'est qu'il fallait plus de transparence sur cette négociation, parce que c'est pas une négociation classique. C'est pas une négociation où il y a un volet de négociation qui porte sur tout ce qui est, encore une fois, les tarifs, l'ouverture des marchés, des marchés publics, toutes ces questions-là qui sont le propre d'une négociation commerciale. Et traditionnellement, il y avait toujours une chape de plomb de secret, parce que les positions, les différentes parties veulent pas tout mettre sur la table. Mais tout le volet qui concerne la précaution, d'abord, ce n'est pas une négociation, c'est mené entre les régulateurs et ça doit être fait clairement au vu et su de tout le monde parce que ça concerne de beaucoup plus près tous les citoyens. On a besoin. Mais de ce point de vue-là, les fuites qui sont venues par Greenpeace, c'est très intéressant. Oui. Parce que là, on voit clairement ce qu'il y a sur la table. Les positions européennes, on les connaissait. On voit que les positions européennes, alors il y a des papiers qui datent un peu visiblement, on a vu ça depuis quelques jours, mais on voit concrètement ce qui est mis, les engagements européens qui sont pris par la Commission européenne. Ce qu'on découvre, c'est où on en est
par rapport à la position américaine. Et qu'on est encore à un stade très initial, finalement. Que le rapport de force est dur, que le rapport de force est compliqué, qu'on hérite d'années de contentieux et que ça va être complexe. Mais le volet précaution, c'est encore autre chose. Et là, ce n'est pas de la négociation. Donc, en effet, il faut beaucoup de transparence. Alors, Oui. sur le secret, Moi, vous le justifiez, le secret, Rémi Godot? Non, je suis assez d'accord avec le fait que je pense que les négociateurs ont fait une erreur initiale. C'est que c'est effectivement un traité très différent et qu'on ne traite pas de la même manière une baisse des droits de douane avec le principe de précaution ou avec des normes sanitaires. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup de fantasmes. Je rappelle quand même que le cadre de la négociation a été décidé par les États de l'Union européenne et qu'ils ont dit oui à un certain cadre à l'unanimité. Quand je vois le président de la République qui reparle aujourd'hui de la culture a été exclue de ce cadre de négociation. Non. Il y a eu, Vous ne pouvez pas vous dire ça. Vous pouvez pas dire ça. C'est L'audiovisuel, l'audiovisuel a été exclu du L'audiovisuel, cadre. pas la culture. Mais donc, ça a été une négociation assez dure dès le début. Et d'ailleurs, certains ont dit qu'il fallait faire attention, puisque là, en quelque sorte, la France avait joué son joker en disant sortez l'audiovisuel du cadre de la négociation, mais après, sur l'agriculture, c'était difficile de résister surtout. Il faut quand même reconnaître que Bruxelles est assez choquée de voir ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a une énormité de documents qui sont fournis au gouvernement, à charge pour eux de les mettre à disposition de la représentation nationale dans les salles de lecture. Il y a beaucoup plus de documents en Allemagne ou en Europe du Nord qu'en France. Voilà. Karim Berger Oui, et Frédéric Farah. il n'y a pas de joker des pays. Le président de la République n'avait pas un joker qui l'aurait brûlé. À la fin, chaque pays devra ou pas, si l'accord arrive au bout, chaque pays devra ou pas ratifier. Donc ne créons pas la confusion. On est dans un rapport de force, on est dans la construction d'un rapport de force avec un pays très puissant qui se base pour ses propres intérêts sans foi ni loi. Et sur la question culturelle, je suis désolée, c'est pas parce qu'on a écarté l'audiovisuel que toute la question du numérique, puisque désormais le monde culturel est piloté par les géants américains du numérique et gouverné, et la politique culturelle mondiale est pilotée par les GAFA, ça, c'est complètement dans le cadre de la négociation et ça fait partie des raisons pour lesquelles le président de la République cette semaine a dit à ce stade, on n'y va pas. Mais donc l'Europe ne se bat pas pour ses intérêts, premier point. Et est-ce qu'une négociation, c'est pas par définition un rapport de force qui s'instaure? Oui. Et on en est qu'au début. On a fait grosso modo un tiers Alors, de la Frédéric négociation. Farah et Patrick. Eh ben, tout d'abord, sur le rapport de force, je crois que c'est vraiment un point essentiel de cette histoire. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure que l'Europe, elle avance de manière désorganisée. Je ne crois pas qu'elle arrive à déterminer un intérêt commun européen sur la question. Et si elle réussit à le déterminer aussi sur d'autres sujets, ce serait bien, mais sur celui-là, elle a bien du mal à le faire. Ça c'est un. On voit bien la cacophonie dans la gestion aussi de la Commission entre moins de transparence ou des tentatives de transparence qui restent encore très cosmétiques. Et puis, d'autre part, sur les retombées économiques, elles sont faibles, donc on a du mal à les mesurer. Et d'autre part, on en parlera peut-être plus tard, les PME dans cette histoire sont aussi assez exposées. Et juste un petit chiffre, il y a seulement 0,7% des PME européennes et françaises qui exportent vers les États-Unis, ce qui représente moins de 2% de la VA totale. Donc, c'est-à-dire que le risque aussi, c'est que même entre les flux qu'il y a entre les différents pays européens, il y a un détournement de ces flux du fait de cette nouvelle concurrence. Donc, il y a une grande, si vous voulez, fragilité dans les expectatives et dans les estimations sur les retombées positives. Alors, Patrick Messerlin, et après on rentrera dans les détails. Peut-être je voudrais revenir sur la question du secret pour l'expliquer. Ça date en fait du TPP, du Trans-Pacific Partnership entre les États-Unis et les pays du Pacifique. Et ce TPP, il a une double casquette. C'est un traité de commerce, mais c'est aussi un traité anti-Chine. Et c'est l'alliance du Japon et des États-Unis pour bloquer la Chine. Et c'est dans cette optique que les Américains ont imposé un secret très important au sein du TPP. Du coup, ils l'ont étendu au TTIP. Et à mon sens, c'est une erreur majeure. La divulgation des documents par le Greenpeace est merveilleuse. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que pour l'instant, il y a très peu de choses. Tout le monde nous disait c'est signé, c'est signé, c'est signé. Ceux qui étaient au courant disaient mais non, on va encore discuter 3 ou 4 ans, au moins. Donc, si vous voulez, le désir de M. Obama, c'est le désir de sortir de sa présidence avec un beau drapeau en disant j'ai obtenu ça. Mais ça, c'est son désir privé, ce n'est pas le désir des gens, ni des négociateurs. Donc, il y a un réel problème dans le secret. Et je pense que ça reviendra parce qu'à mon avis, si on conçoit ce TTIP comme une arme anti-chinoise, on fait une erreur majeure, notamment du point de vue européen.
Les Américains, je leur laisse. Mais notamment du point de vue européen, c'est une erreur majeure. On n'a pas cet intérêt à faire du TTIP une arme anti-chinoise. Et on peut le faire, nous. On peut modifier le TTIP pour le faire. On y reviendra. Mais regardons alors dans le détail tout ce qu'il pourrait y avoir, tout ce dont on est en train de discuter, tout ce que l'on négocie en ce moment même entre les Européens et les Américains. Regardez tel que ça a été présenté dans différents journaux télévisés. Le point positif pour notre